Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. À la une, ce soir, Ahmed Abba, enfin libérable. Le correspondant de RFI en langue Hausa au Cameroun était détenu depuis plus de 2 ans. Le tribunal militaire de Yaoundé l'a acquitté de blanchiment d'actes de terrorisme, mais l'a condamné à 24 mois de prison pour non-dénonciation. La direction de RFI et tous les collaborateurs de France Média Monde se disent soulagés. L'espoir fragile au Soudan du Sud, les rebelles et le gouvernement sont parvenus à un terrain d'entente. Un nouveau cessez-le-feu a été conclu à Addis Abeba. Date d'effet, dimanche 24 décembre. Et puis à la fin de ce journal, nous reviendrons sur la décision de la justice française de clore 20 ans d'enquête sur l'attentat qui est considéré comme le déclencheur du génocide au Rwanda. Notre invité, maître Philippe Meilhac, avocat d'Agathe Habyarimana, veuve du président rwandais assassiné. Ahmed Abba n'a cessé de clamer son innocence. Notre confrère de RFI devrait sous peu être enfin remis en liberté. Ce jeudi, le tribunal militaire de Yaoundé a rendu son verdict. Seule charge retenue contre lui, la non-dénonciation d'actes terroristes. La sentence, 24 mois de prison. Mais Ahmed Abba a déjà passé 29 mois derrière les barreaux. Il couvrait la crise liée au groupe djihadiste Boko Haram lorsqu'il a été arrêté à Maroua en juillet 2015. Accusé dans un premier temps d'apologie du terrorisme, il risquait la peine de mort. Les détails de notre correspondant au Cameroun, Marcel Amoko. C'est un Ahmed Abba en larmes qui est tombé dans les bras de ses avocats à l'énoncé du verdict du juge de la cour d'appel de Yaoundé. Un soulagement pour le correspondant en langue Hausa de Radio France Internationale ici au Cameroun qui risquait la prison à vie après avoir été condamné en première instance à 10 ans d'emprisonnement par le tribunal militaire de Yaoundé. Ahmed Abba, qui vient de passer 29 mois en prison, était poursuivi en appel pour blanchiment des produits d'actes de terrorisme et non-dénonciation d'actes de terrorisme. La Cour d'appel de Yaoundé n'a donc retenu que la non-dénonciation d'actes de terrorisme en le condamnant à 24 mois de prison, ce qui signifie en clair que Ahmed Abba est aujourd'hui libérable. Une excellente nouvelle pour Yves Roch, le directeur adjoint en charge de l'information Afrique à Radio France Internationale. On est tous très contents. À la sortie de l'audience, j'ai croisé Ahmed. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, presque en pleurant de joie naturellement. Ahmed Abba est libre et très clairement, la justice camerounaise a dit qu'il n'avait rien à voir avec un mouvement terroriste comme Boko Haram. Une joie mitigée tout de même, puisque le journaliste devra payer la somme de 55 millions de francs CFA, 83 000 euros, pour pouvoir recouvrer la liberté. Une tâche à laquelle vont désormais s'atteler ses avocats. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour qu'il quitte cet endroit où il n'aurait jamais dû être et qu'il retrouve les siens. Et j'espère que nous pourrons le faire avant, n'est-ce pas, les fêtes de fin d'année. Arrêté le 30 juillet 2015 à Maroua, dans la région de l'extrême nord, et accusé de collusion avec le groupe terroriste Boko Haram, Ahmed Abba a toujours clamé son innocence. La justice camerounaise vient de lui donner raison. Et la direction de notre radio-sœur RFI est soulagée à la perspective de cette libération imminente permise par la justice camerounaise. RFI n'a cessé de dénoncer les motifs de son arrestation et d'apporter son soutien à Ahmed Abba durant cette longue bataille judiciaire. Écoutez la réaction de la directrice de RFI, Cécile Mégy, au micro de Zora Benmeloud. Se sentir soutenu, il nous l'a dit, par une rédaction, par un groupe, par même au-delà, les associations, Reporters sans frontières, les journalistes camerounais se sont mobilisés, le corps diplomatique, la diplomatie française s'est mobilisée, la diplomatie européenne et même au-delà, assisté à l'ensemble des audiences depuis de nombreux mois. Donc toute cette mobilisation derrière lui l'a aidé à tenir, c'est évident. Et puis voilà, nous avons montré que Ahmed Abba n'était pas seul, que c'est un journaliste et que derrière lui il y a l'ensemble d'une rédaction et même plus pour le soutenir. À la une également, au Soudan du Sud, ce cessez-le-feu signé par le gouvernement du président Salva Kiir et les rebelles menés par Riek Machar. Il prévoit la fin des hostilités, la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire à compter du dimanche 24 décembre. Malgré cette lueur d'espoir pour une paix durable, les civils doutent, car ce n'est pas la première fois qu'un accord est trouvé et qu'il n'est pas respecté, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir vers la RDC voisine notamment. Les détails de Nathalie Tissot depuis Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, où a été conclu cet accord. Écoutez.
Face à la pression internationale, les partisans des deux principaux camps qui s'affrontent depuis maintenant 4 ans au Soudan du Sud, les partisans du président Salva Kiir et les partisans de son ancien vice-président Riek Machar, n'avaient pas d'autre choix que de reprendre l'accord de paix signé en 2015 qui n'a finalement jamais été vraiment appliqué. Après 4 jours de discussion ici, au siège de l'Union africaine, organisé par l'autorité intergouvernementale sur le développement, qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Est, eh bien, un accord a été signé. Il prévoit le cessez-le-feu, la protection des civils et l'accès humanitaire. Écoutez les représentants du gouvernement et de l'opposition. Ce qui a été décidé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un cessez-le-feu. Cela veut dire l'arrêt immédiat des tirs. Un miracle peut toujours arriver. Les gens peuvent changer. Nous n'avons jamais dévié de notre position. On nous avait dit annoncer un cessez-le-feu et nous répondions non. Nous voulons négocier un cessez-le-feu. Et c'est ce que nous avons fait. Des questions restent cependant en suspens. Riek Machar, actuellement en exil forcé en Afrique du Sud, pourra-t-il revenir au Soudan du Sud? Et si oui, quel rôle pourrait-il jouer dans le pays? Pour l'instant, l'accord signé ne parle pas de l'avenir politique du pays. Ce n'est qu'un petit pas, a expliqué le président de la Commission de l'Union africaine. Si le cessez-le-feu est réellement appliqué, alors une nouvelle phase de négociation pourrait commencer en début d'année prochaine. Pour la population, les enjeux sont cruciaux, puisque je vous rappelle, depuis 2013, la guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés et réfugiés. En Ouganda, plus rien ne s'oppose désormais à un nouveau mandat du président Museveni. Le verrou constitutionnel a sauté. Les députés ougandais ont voté à une très large majorité en faveur d'un amendement du texte afin de lever la limite d'âge pour être élu président. Le porte-parole du parti au pouvoir évoque une réforme pour lutter contre la discrimination liée à l'âge. Prochain scrutin donc en 2021 avec Yoweri Museveni à la tête du pays depuis 1986. Il n'en est pas à son coup d'essai. En 2005 déjà, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels. C'est un dossier qui empoisonne les relations entre la France et le Rwanda. L'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana le 6 avril 1994, un événement considéré comme le déclencheur du génocide qui fit 800 000 morts selon les Nations Unies. L'affaire est sensible. Plusieurs membres de l'entourage du président Kagame sont mis en cause. Mais pour le Rwanda, le camp de l'ex-président Habyarimana est responsable de sa mort. Après 20 ans de rebondissement, la justice française vient de clore l'information judiciaire. Avec nous, pour en parler, Maître Philippe Meilhac, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat d'Agathe Habyarimana, la veuve du président rwandais assassiné. L'enquête est terminée. Le juge doit désormais décider du sort judiciaire, soit un non-lieu, soit l'ouverture d'un procès. Quelle est votre réaction à cette annonce de la justice française ? Je vous dirais que c'est une décision tout à fait logique et quelque part inéluctable. Logique car ça fait, comme vous l'avez rappelé, 20 ans que la justice française fait des investigations dans de nombreux sens. Plusieurs juges d'instruction se sont succédés avec des méthodes différentes. L'un d'entre eux s'est rendu au Rwanda et aujourd'hui ont été accumulés un certain nombre d'éléments qui permettent à l'évidence d'envisager, dans un terme qui, mes clients l'espèrent, sera le plus court possible, un procès devant la cour d'assises de Paris. C'est ce à quoi doit conduire cette procédure. Alors, le général dissident Nyamwasa, ancien proche du président Kagame, n'a pu être entendu. Le témoignage par visioconférence n'a pas été autorisé par l'Afrique du Sud. Ce n'est pas du nouveau tout cela. Quels sont les éléments qui manquent encore dans ce dossier ? La logique veut de mener des investigations jusqu'au bout. C'est comme ça que la justice française fonctionne depuis des décennies et c'est comme ça qu'elle doit fonctionner dans ce dossier. Maintenant, comme vous l'avez rappelé, il y a des contingences politiques et diplomatiques extrêmement fortes. Les personnes qui sont visées ne sont pas des monsieur et des madame tout le monde, ce sont des hauts dignitaires rwandais qui font partie de l'entourage du président Kagame et cet entourage, ces autorités rwandaises exercent, on l'a vu à de nombreuses reprises dans ce dossier, des pressions, essaient d'influencer directement les autorités françaises pour que le procès ne puisse pas avoir lieu. Mais je crois qu'aujourd'hui, mes clients en tout cas ont
confiance dans les institutions judiciaires françaises. La justice française est indépendante et doit passer outre ces contingences politiques et diplomatiques. Parmi les personnes visées, 8 personnes donc sont mises en examen. Il y a le ministre de la Défense rwandais qui ne s'est pas présenté devant la justice française. Si un procès était ouvert, qu'est-ce que vous vous attendez de ce procès ? Il est évident qu'au regard de ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir la convocation de M. Kabarebe qui ne s'est pas présenté à une confrontation avec un témoin, il y a fort à penser que les mises en cause qui demeurent au Rwanda et qui ne sont pas sujets à des mesures de contrôle judiciaire ou coercitive ne soient pas présentes lors d'un procès. J'ai envie de vous dire, c'est une situation qui n'est pas forcément normale, c'est pas une situation qui est forcément habituelle, mais c'est une situation avec laquelle nous devons vivre et envisager et éventuellement un procès. Ce qui compte par-dessus tout pour les victimes, c'est que la vérité puisse éclater avec ou sans ces mises en cause. S'ils ne souhaitent pas se présenter devant la justice française, il appartient à la justice française d'en tirer les conséquences et j'espère d'ailleurs que dans le cadre prochain du règlement de l'instruction, le juge d'instruction tirera toutes les conséquences du refus de comparaître de M. Kabarebe et de M. Nziza la semaine dernière. Pensez-vous que, du point de vue de la diplomatie, la chancellerie française aurait pu faire plus ? Écoutez, moi je ne suis pas dans les petits papiers de la chancellerie. Ce que je peux vous dire, parce que j'en suis plus proche, c'est que les juges d'instruction qui se sont succédés, et en particulier les 2 derniers en date, que ce soit M. Trévidic ou que ce soit M. Herbeau, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de ce que la commission rogatoire internationale et ce que l'audition du général Nyamwasa puisse avoir lieu. Maintenant, est-ce que ça bloque du côté rwandais, est-ce que ça bloque du côté sud-africain, du côté français ou des 2 côtés? Ça, il y a malheureusement que nos diplomates qui peuvent le savoir. Je rappelle simplement que c'est un événement planétaire, l'attentat du 6 avril 1994, qui a conduit à un des drames les plus graves de la fin du XXe siècle, et que ça serait un scandale, disons-le très clairement, qu'il n'y ait pas de procès sur cet événement-là. Un dernier mot, très rapidement. Après 20 ans d'enquête, est-ce qu'Agathe Habyarimana a encore de l'espoir de voir un procès s'ouvrir ? Alors Agathe Habyarimana, elle est aujourd'hui, elle me pardonnera de vous dire ça, c'est pas une jeune fille, elle a 75 ans, j'espère que Dieu lui prêtera encore de longues années. Il est évident qu'elle ne pourra pas attendre encore plusieurs dizaines d'années avant de voir un procès, mais elle a au plus profond d'elle-même, et depuis ce soir tragique du 6 avril 1994, l'espoir qu'un procès puisse avoir lieu. Elle le porte au fond d'elle-même, jour après jour, et j'espère que cet espoir se traduira en réalité. Merci beaucoup, Maître Meilhac, d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'avocat d'Agathe Habyarimana, la veuve du président Habyarimana, assassiné en 1994. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Tout de suite, un nouveau journal. France 24 est devenue la marque d'information internationale la plus suivie chaque jour au Maghreb. Chaque semaine, vous êtes 12 millions à nous regarder et toujours plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci.